Et tout de suite, Catherine de la Fouchardière. On a beaucoup parlé depuis ce matin, sous forme finalement de teasing, de plan d'annonce, du service Sapiens, qui suscite l'engouement, comme vous le voyez. Et donc Catherine de la Fouchardière est une représentante ici à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, mais qui en fait est une structure transversale, portée notamment par Charlotte Tempier, qui est aussi connectée. Est-ce que Charlotte, vous nous entendez? Oui, très très bien. Ah, bah, génial. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, alors, bonjour à toi. Bonjour à vous et merci d'être là avec nous. Donc là, on va avoir vraiment une présentation à trois en comodal. C'est un peu le bouquet final. Normalement, ça devait être 2 interventions successives. Finalement, il va y avoir ces différents axes abordés au cours, qui devaient être abordés, vont l'être au sein d'une même présentation. Et donc, je commence par présenter Charlotte, dont on entend la voix, Charlotte Tempier, qui est docteur en sciences de l'éducation et conseillère pédagogique dans le fameux service Sapiens, mais aussi chef de projet de l'Institut des défis au CRI Paris à l'Université Paris, ainsi que chargée de mission en ingénierie pédagogique à Sciences Po. Charlotte, vous êtes accompagnée de Marine Lampéry. Marine, vous êtes là? Alors, Marine, elle ne sera pas de nos côtés, elle nous rejoindra peut-être en cours d'intervention. D'accord, très bien. Donc, c'est Marine qui est aussi la collègue de Charlotte Tempier. Et l'idée, c'est d'aborder la genèse et le fonctionnement de ce service qui est commun aux universités de l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, dont notre université, anciennement Paris 13, nouvellement Sorbonne Paris-Nord. C'est bien ça, hein, je me suis pas fait fait partie. Et Catherine, donc, enseigne à l'IUT de Saint-Denis, au département technique de commercialisation, depuis 2004, après un doctorat obtenu à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en marketing sciences de gestion en 2001, et donc, et un passage à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Aujourd'hui, elle assume différentes responsabilités pédagogiques au sein du département technique de commercialisation. D'abord responsable du service de formation continue en apprentissage pendant 2 ans, puis chargée de mission qualité en formation continue au CEDIC, le Centre de développement et de l'ingénierie de la professionnalisation, pendant 2 ans. Elle est actuellement en charge du master en marketing digital à l'UFR des sciences économiques et de gestion et chercheuse associée au laboratoire éducation et pratique de santé. Et en plus de tout ça, parce qu'elle s'en est je plaisante, c'est juste que je trouve que les gens aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment plein de... Tout le monde a plein de cordes à son arc. Et en plus de ça, donc, elle est formée depuis 2017 en pédagogie universitaire dont elle obtient le premier certificat intitulé Certifiance. C'est ce domaine qu'elle souhaite promouvoir en s'engageant dans une communauté de pratique pour faire évoluer les stratégies d'apprentissage des étudiants et le partage d'expériences des enseignants. Après la parole, à vous aussi, Charlotte Tempier. Judith sait faire les introductions. Oh ben c'est gentil. Bon, merci à vous. Je félicite l'auditoire présent dans la salle et à distance pour votre attention qui normalement est limitée à 20 minutes. Donc bravo, c'est pour ceux qui sont là depuis ce matin. Donc, je vais avec Charlotte vous faire une présentation non pas à 4 mains mais à 2 voix. Et nous allons donc tenter l'exercice, puisque je vais faire très souvent allusion à Sapiens et au parcours Certifiance. Et bien sûr, là-dessus, Charlotte vous aidera grandement à vous expliquer les dispositifs. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous un retour d'expérience. C'est vraiment l'essentiel de ce que je veux. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai essayé de synthétiser. Et donc, je vais partager avec vous ce qui s'est passé depuis 2017, c'est-à-dire depuis que je suis tombée dans la marmite de la formation en pédagogie. Voilà. Alors, le contexte, je démarre par une courte présentation de qui je suis, bien que Judith l'ait déjà faite. Donc, je suis enseignante depuis 2001 dans un IUT, département technique de spécialisation, et à l'UFR. En FI, alors je précise parce qu'on a parlé de public étudiant
Il n'y a pas que l'intitulé de la formation qui compte, il y a aussi est-ce que c'est de la formation initiale, de la formation continue ou de l'apprentissage. J'ai exercé certaines responsabilités et je suis depuis peu chercheuse associée au LEPS. J'en parlerai, je représente le LEPS ici aujourd'hui, et j'en parlerai un petit peu dans les pistes de recherche, puisque aujourd'hui je ne suis plus chercheuse dans ma discipline d'origine. Le contexte de Sapiens, ici Charlotte, je veux bien te laisser la parole. Tu le connais mieux que moi, je crois. Ok, alors je continue. Donc l'offre de formation Sapiens, elle dépendait au départ de la commune USPC. Donc elle était ouverte à toutes les universités faisant partie de la commune, y compris également INALCO et Sciences Po. Donc l'offre de formation Sapiens, elle est organisée sous forme d'ateliers et c'est très important d'insister sur le fait que ces ateliers mettent en scène les méthodologies qu'elles enseignent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de partage, de témoignages et d'échanges, ainsi que de l'évaluation entre pairs. Il y a de la réflexion et de la pratique, et il y a de la mobilisation de concepts théoriques. Il y a aussi des résultats de la recherche. Donc c'est, je dirais, de la recherche-action en action. Je ne rentre pas dans le détail des modules, mais je vous ai mis le lien vers le site Sapiens où vous avez tous les différents modules de formation. À l'issue de ces formations, Sapiens a créé le premier certificat pédagogique en France qui s'appelle donc Certifiance. Et alors je vous ai mis le blason là puisque j'ai fait partie de la première promotion de ce parcours et nous avons non pas trouvé un nom pour notre promotion, parce que les années d'après ont trouvé des noms, mais nous avons créé notre blason et vous voyez qu'il y avait un soleil avec la pédagogie renouvelable et l'université durable, des enseignants et étudiants motivés, et osons l'évolution pédagogique, qui était tout un programme. Je ne renie pas ce blason qui est tout à fait d'actualité. Pour valider ce parcours, il faut avoir suivi les formations Sapiens, être accompagné sur un projet de transformation pédagogique, être observé sur une séance de cours et participer au débriefing. Et là où j'insiste, même si sur la diapo ça ne se voit pas bien, c'est rédiger un bilan réflexif. Ça a été pour moi le démarrage d'une prise de conscience énorme qui était l'importance de regarder sa pratique, de regarder et d'analyser sa pratique. Donc le bilan réflexif, ça a été un vrai point de départ pour moi et je pense que pour les autres certifiés qui étaient là ce matin, ça a été aussi la même chose. Certifiance, c'est une première expérience de l'interdisciplinarité. Tout au long de la journée, chacun est intervenu en prenant un petit peu comme point de départ sa discipline. Et un des avantages des formations en interdisciplinarité, eh bien, c'est justement la prise de conscience de problématiques similaires et d'objectifs communs. L'inconvénient, c'est que c'est évidemment chronophage, puisque ça prend plus de temps de comprendre les problématiques qu'il y a dans les autres disciplines. On peut aussi s'interroger sur l'efficacité immédiate, à quoi ça sert de réfléchir avec un enseignant qui n'est pas du tout dans son champ. Finalement, c'est quand même extrêmement riche, puisqu'il y a une confrontation plus large des points de vue et également un effet miroir. Donc même si l'effet cognitif est important, c'est-à-dire se transposer dans une autre discipline, on s'aperçoit quand même qu'il y a une transférabilité des pratiques qui est extrêmement intéressante. Et donc une journée comme celle-ci, où on a aussi des témoignages de disciplines et de profils différents, me conforte dans l'idée que l'interdisciplinarité est extrêmement riche.
Alors, maintenant, j'en viens à l'après-certifiant, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on devient une fois que l'on s'est formé à la pédagogie et que on a suivi ce parcours. C'est très compliqué de tout résumer, mais j'ai essayé de faire un aspect individuel et un aspect collectif. Donc, au niveau individuel, je dirais que la transformation est assez totale, puisqu'il s'agit à la fois d'une posture différente, d'une posture de qui je suis en tant qu'enseignant et de mes pratiques d'enseignement. Donc, ma posture, elle est aujourd'hui une posture d'accompagnement des apprentissages des étudiants et non plus une posture de transmission. Mes pratiques, alors là, ça a été très très dur de résumer. Aujourd'hui, je ne peux plus faire un cours sans un syllabus, sans expliciter mes objectifs, sans pratiquer des évaluations systématiques, sans mettre en place de l'auto-évaluation, de l'évaluation entre pairs et de la rétroaction. Donc là, vous allez penser que je suis une grande malade. Non. Pourquoi je fais ça? Parce que les étudiants me le demandent de plus en plus. Donc quand je parle de rétroaction, j'ai souvent des séances de cours de 3h30. Je peux faire 3 séances de rétroaction pendant 3h30. Voilà, et bien sûr l'évaluation en fin de cours. Donc ça, c'est pour l'aspect individuel. J'aimerais bien vous en parler des heures, mais je continue puisqu'on a quand même pas mal abordé déjà ces thèmes-là ce matin. Au niveau collectif, alors là, il y a plein de choses qui se sont passées. Tout d'abord, au niveau de mon équipe pédagogique TC à l'IUT, donc il y a des échanges entre collègues, formels ou informels, les cafés pédagogiques de David Hébert, dont on a parlé ce matin, le groupe Teams initié par Judith, qui permet aussi du partage de documents, d'informations, de circulation d'informations, et donc une sensibilisation. Ensuite, au niveau de Sapiens, des ateliers de perfectionnement qui sont proposés avec du co-développement, des ateliers d'échange de pratiques et le projet de père accompagnateur. Donc, Charlotte, tiens-toi prête, je vais te redonner la parole ensuite. Je participe aussi à beaucoup de retours d'expérience dans d'autres universités et je fais aussi des présentations dans des colloques et des publications, surtout une d'ailleurs, surtout un article, pour la revue L'IPEX. Donc vous voyez que j'ai volontairement listé ça pour vous montrer la diversité de tout ce qui peut être mené après simplement, le point de départ c'était j'ai transformé les enseignements. Alors pompeusement, volontairement, j'ai appelé cette diapo développement professionnel. Ça m'a pris 3 ans d'assumer que nous avions enseignants-chercheurs une carrière et que nous étions actifs dans notre développement professionnel. Ça m'a pris du temps, mais je partage aujourd'hui, j'assume aujourd'hui d'être en développement professionnel. Et je vais laisser la parole à Charlotte Tempier pour parler du projet Père Accompagnateur dans lequel je m'implique aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, Catherine, merci beaucoup pour cette introduction. Et puis pour le fait d'avoir souligné que Sapiens est une structure en appui au développement professionnel des enseignants, c'est-à-dire que on ne fait pas que de la formation. On a un cycle de formation aux fondamentaux de la pédagogie pour les nouveaux maîtres de conférences et les enseignants-chercheurs qui s'y intéressent tardivement, disons. Mais on fait aussi toute une activité d'ateliers de perfectionnement, d'échange de pratiques entre enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines. Et c'est en ça qu'on est vraiment une structure de développement professionnel, en plus d'être une structure de formation. Alors, le projet Père Accompagnateur, c'est un peu le
la suite logique de ce certificat de pédagogie proposé aux enseignants, au sens où les conseillères pédagogiques que nous sommes ne peuvent pas être dans tous les établissements en nombre suffisant par rapport aux besoins d'accompagnement et de développement des enseignants. Et donc, on s'est dit dans l'équipe, en voyant également d'autres expériences à l'international, pourquoi ne pas proposer aux enseignants qui ont été formés d'organiser ou de formaliser leur pratique auprès de leurs collègues. Et le projet Père Accompagnateur, à ce moment-là, est né. C'est-à-dire que les enseignants-chercheurs collaborent de façon informelle avec ce qu'ils ont pu expérimenter sur le terrain, avec les MOOC qu'ils ont pu suivre sur les pratiques pédagogiques et pour certains, donc, ceux que nous avons accompagnés, leur certificat et leur suivi d'ateliers de pédagogie universitaire. Et en fait, on souhaitait transmettre un peu plus du métier d'accompagnant pédagogique en leur donnant la possibilité, à travers la formation à l'analyse de pratiques professionnelles ou aux techniques de co-design avec les étudiants, par exemple, se former pour pouvoir en fait accompagner leurs collègues de façon plus structurée, disons avec une méthodologie propre au conseil pédagogique. Donc le projet Père Accompagnateur, il démarre cette année avec une phase de prototypage. On est toujours dans cette phase de prototypage avec un groupe de 17 participants, donc des enseignants et des étudiants, qui ensemble conçoivent et vont le faire d'ailleurs de façon très pratique à la rentrée au travers d'un hackathon au centre de recherche interdisciplinaire dans lequel on travaille. Donc, conçoivent en fait une sorte de référentiel de mission de ce que serait un père accompagnant dans les établissements. C'est-à-dire une petite équipe composée à la fois d'enseignants-chercheurs et d'étudiants qui travailleraient ensemble avec des retours de terrain très concrets et qui s'ajusteraient et s'adapteraient suivant les demandes, suivant les approches pédagogiques qui évoluent et selon les besoins des enseignants et donc des étudiants. On a lancé en fait une phase de prototypage dans laquelle on est jusqu'en décembre 2021. À partir de 2022, va se dérouler une phase d'expérimentation sur le terrain et donc d'ajustement de ce référentiel, enfin ce qu'on voudrait être un référentiel de mission du père accompagnateur dans les établissements. Voilà, là vous avez une infographie qui place le projet sur un long temps, jusqu'en 2030. Pour l'instant, je vous partage simplement cette étape de prototypage actuelle dans laquelle nous sommes et les 2 années d'expérimentation dans les établissements qui vont venir. Donc en fait, cette année, on a traversé une phase de découverte. Qu'est-ce que la pédagogie durable? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à long terme dans les approches pédagogiques qu'on promeut? Donc, vous voyez l'intérêt aussi d'avoir des enseignants qui sont formés à la pédagogie puisqu'ils sont tout de suite investis par leur pratique et par leur formation à Sapiens dans ces problématiques. Et donc, en fait, on a organisé, tant bien que mal, malgré la crise sanitaire, des échanges et donc notamment avec des étudiants qui se sont eux aussi posé la question de l'impact des approches pédagogiques pour leur apprentissage. Et ils sont venus échanger avec les enseignants. Et là-dessus, je pense que je vais laisser Catherine témoigner sur cette phase-là, puisqu'elle a suivi un certain nombre d'ateliers depuis janvier. Et nous en sommes à l'étape 2, en fait, qui va consister à concevoir et à créer ce référentiel, entre guillemets, je dis référentiel parce qu'on n'est pas sur un nouveau métier, mais on est plutôt sur une mission et une activité, et qui va se faire au travers d'un hackathon à la mi-octobre, donc là à la rentrée. Et ensuite, les phases dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire l'analyse de pratiques professionnelles et qui va être, on va accompagner les enseignants dans l'acquisition de techniques d'analyse de pratiques professionnelles pour qu'ils puissent évoluer avec leurs collègues et avec les étudiants. Et ensuite, cette phase de test et d'expérimentation in situ dans les établissements dont je vous parlais. Voilà un peu
dans les grandes lignes la présentation de ce projet. Et je pense que je vais proposer à Catherine de nous faire un petit retour d'expérience sur ces ateliers que nous avons faits depuis le mois de janvier et ces échanges notamment avec les étudiants, si elle veut bien. Merci Catherine. Et bien sûr, je répondrai à vos questions par la suite. Alors oui, rapidement sur cette période de prototypage, il y a eu, j'ai envie de parler de 2 séances particulièrement. La séance sur la pédagogie durable, qui était pour moi une vraie révélation, et l'idée qu'on visait vraiment un apprentissage sur la durée pour nos étudiants et non pas un apprentissage court terme avec l'objectif d'obtenir une note. Donc ça, c'était un premier atelier qui a été extrêmement intéressant, et le second atelier qui était en présence d'étudiants, au cours duquel on a testé des différents scénarios pédagogiques avec un feedback des étudiants en direct. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir en direct la façon dont des étudiants avaient vécu, est-ce qu'ils avaient compris nos objectifs. Donc on n'avait pas énoncé les objectifs pédagogiques, et donc effectivement on s'est rendu compte que certains scénarios fonctionnaient, d'autres pas. Et prise de conscience en direct de la nécessité de rétroaction avec les étudiants sur, voilà, il y a nos intentions, mais il y a aussi évidemment l'importance de vérifier que nos intentions ont été voilà, je pense qu'on aura des questions, Charlotte. Donc voilà. Je termine ma présentation pour justement ensuite laisser la place aux échanges. J'ai fait un focus sur le développement professionnel. Je fais un autre focus sur la recherche. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette formation à la pédagogie m'a aussi relancé une motivation sur des sujets de recherche. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour remercier le LEPS qui m'a accueilli alors que je n'étais pas du tout ni dans la santé, ni chercheur en sciences de l'éducation. Et donc, je poursuis cette volonté de documenter comment fonctionne la pédagogie, c'est un peu trop ambitieux, mais en tout cas certains dispositifs. Et donc, je travaille sur 2 projets de recherche en ce moment. En conclusion, je dirais que la transformation s'opère à plusieurs niveaux, au niveau individuel, au niveau d'un cercle restreint, qu'il soit formel ou informel, au niveau de l'université et au niveau de communautés pratiques. Donc, je fais partie d'une communauté de pratiques qui sont les certifiés de ma promotion et avec lesquels donc, on a écrit cet article de thèse. J'insiste aussi sur le fait que le partage et l'échange de pratiques sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne s'épanouit pas tout seul en pédagogie. Il y a un besoin d'interaction vraiment évident. Et donc le projet FR Accompagnateur qui, pour moi, est un acte fort pour entrer dans une démarche Sottle et continuer à participer et à publier dans des revues scientifiques. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Catherine et Charlotte. Et alors de manière assez miraculeuse, on a presque rattrapé notre retard. C'est les miracles de la pédagogie synthétique et efficace. J'aimerais qu'on puisse poser des questions à Charlotte et Catherine, ou qu'on leur soumette nos remarques et nos réflexions. Moi, depuis que je sais que Sapiens existe, je suis vraiment, je dirais pas rassurée, mais j'ai eu avec des collègues le projet de monter des formations depuis, on va dire, 2014 ou 2015, un truc comme ça.
parce qu'on se rendait compte que nos collègues jeunes doctorants, vacataires souvent, ou en contrat chez nous, ou à TER, eh bien, arrivaient sans aucune formation. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient très bien leur discipline, souvent. Et puis, le truc, c'est que quand on est en train de faire une thèse, on est vraiment, on a une sorte de perfectionnisme on parlait tout à l'heure de la contradiction entre le domaine de la recherche et le domaine de l'enseignement. Ce perfectionnisme, parfois, nuit à l'enseignement dans des conditions contraintes, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se jouent, qui sont de l'ordre de la personnalité, parfois de bonnes intuitions, de formation parallèle dans différents domaines, mais c'est assez cruel, surtout qu'on manque de temps pour la concertation, c'est assez cruel de jeter comme ça dans le grand bain des jeunes collègues, et puis surtout en leur disant, bah, tiens, tu vas avoir tel intitulé de cours, t'as tant d'heures, et voilà, en supposant que magiquement ça va, tout va se résoudre. Donc, on a essayé avec des collègues de donner des espèces de mini-kits de survie en licence. Non mais c'est vrai, c'était comme ça qu'on l'a conçu. Des journées, on disait bon, en une journée, on va t'apprendre à enseigner en SHS. Mais bon, non, donc c'était un peu mission impossible. Et puis Sapiens est arrivé et là, effectivement, avec des modules, des syllabus, des notions qui empruntaient aux recherches en sciences de l'éducation, parce que nous c'était un peu du tout-terrain, quoi. Et donc depuis toutes ces années, on voit bien qu'il y a quand même une évolution chez un certain nombre d'enseignants et chez un certain nombre de jeunes enseignants en particulier, et chez les docteurs, du moins, ceux qui sont au courant, parce que l'information n'est pas encore bien développée. Mais en discutant avec vous, j'ai cru comprendre qu'en fait, moi je pensais que ça y est, c'était pérenne et que c'était général. Maintenant, il y a une obligation de formation des jeunes enseignants-chercheurs, c'est dans la loi. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que comme c'était un dispositif qui était associé à un projet IDEC dans le cadre de notre ancienne communauté d'université, finalement, l'avenir est plus incertain. Je ne veux pas du tout vous mettre en difficulté parce que je sais que justement c'est incertain et vous ne pourrez pas nous apporter des réponses fermes et définitives, mais est-ce qu'on peut au moins réfléchir ensemble à ce qui nous semble nécessaire pour garantir en fait la continuité justement de la formation? Est-ce que vous avez un peu des informations ou des idées ou des pistes là-dessus? Je vais le formuler autrement, sans poser de questions, je confirme, je le dis à mon nom, mais à mon avis, je le dis au nom de beaucoup de collègues qui sont ici, je confirme que ça nous paraît, que c'est très important de perpétuer cette formation-là, dans le sens que vous avez déjà impulsé, si j'ose dire, et effectivement, les différents développements tels que le dispositif père accompagnateur me semble particulièrement intéressant, dans le sens où on a parlé beaucoup de ce qu'on pouvait mettre en place en cours. On vient de parler de l'intérêt de travailler en équipe. Il y a quelque chose qu'on ne fait jamais, ou très très rarement, c'est regarder ce que font les autres collègues et accepter que d'autres collègues viennent voir comment on travaille. Et accepter aussi, comme une espèce d'inspection par les pairs, mais accepter aussi qu'il y ait des choses dans nos modalités, dans nos façons de travailler, qui peuvent être améliorables. Et moi, et en plus, en impliquant les étudiants, c'est pas du tout évident de se mettre dans cette position-là. Je trouve que ça permettrait effectivement de faire avancer nos façons de fonctionner. Cette expérience me paraît très... S'il y a lieu de participer, je trouverais ça très intéressant. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous en pensez en découvrant le dispositif, ou les dispositifs? En tout cas, il y a un dispositif qui est un peu différent mais complémentaire. C'est qu'on a une forte université numérique de France à l'USPN qui fait de la formation aux outils numériques pour l'enseignement, qui est complémentaire. Il y a peut-être un rapprochement possible, je ne sais rien, mais voilà, en tout cas, c'est des formations qui sont complètement complémentaires avec ce que fait Sapiens. Et un ensemble qui est assez
Ah oui, tout à fait. On aurait vraiment les deux aspects des intitulés d'aujourd'hui, innovation pédagogique et pédagogie numérique. Et effectivement, ça suppose non seulement de s'y familiariser, mais aussi de développer la formation, une formation cohérente, pas comme, cette année, on a bien été obligé de dire, allez, on va faire une formation d'urgence Moodle, à Teams, etc. Mais avoir vraiment une offre avec des objectifs. Est-ce que les formations Sapiens sont disponibles pour les autres chercheurs, les anciennes, pas les jeunes? Oui, et en fait, les formations Sapiens sont accessibles du moment que ton université fait partie de l'Alliance Sorbonne Paris Cité. Oui, tous les enseignants, par exemple, de Sorbonne Paris Nord peuvent avoir une formation. Pour la com, parce qu'en fait, j'ai découvert cette possibilité avec mon jeune collègue qui vient d'arriver. Voilà, donc il a été nommé l'année dernière, en 2020. Et il m'a dit, oui, je passe 60 heures obligatoires de formation. Et je me suis dit, c'est génial, mais pourquoi les autres ne peuvent pas être au courant? Alors du coup, est-ce que c'est au niveau de la com qu'on n'était peut-être pas... Nous, on a eu l'info, mais on n'a pas, comme on dit, s'est rendu compte qu'on avait la chance de pouvoir suivre les informations, vous voyez, parce que normalement, tu reçois l'information par l'anneau, par le service formation, par l'AGLAB, le CONAB. Tu reçois des offres de formation quand c'est des nouvelles formations. Mais là, Sapiens s'est installé depuis plusieurs années. Moi, j'y suis venue parce que l'année dernière, pendant le confinement, il y a eu des formations un peu extraordinaires qui m'étaient proposées, et du coup, je suis allée voir. Mais sinon, c'est vrai qu'il faudrait rappeler régulièrement que c'est possible. En fait, pour mettre ça dans la problématique plus générale du fait d'amener nos collègues vers une formation, vers au moins un questionnement, il faudrait... Voilà, moi je suis encore un peu nouvelle dans le milieu, hein, donc je dis ça en toute humilité. Il faudrait arriver à les accrocher par la communication, sans doute. Communication qui leur arrive et qui ne soit pas chronophage. Ça pourrait être des toutes petites vidéos YouTube, mais pas plus de 3 minutes. Ça peut être une insertion de la newsletter hebdomadaire, toutes petites infos. Que ça reste très court et que ça s'intègre petit à petit dans leur environnement, quoi. Mais pour les accrocher, parce que là on a dit plein de choses qui donnent vachement envie. Moi je suis contente d'avoir vu les quelques résultats que j'ai eus, j'ai pas nos résultats, mais la façon dont ça a tourné pour moi cette année, j'étais pas la seule, j'ai pu voir, voilà. Et je pense qu'il faut que ça se sache en fait. Qu'il y a un bonus effectivement pour les étudiants, il y a quelque chose qui est très positif pour nous aussi, et qu'on n'est pas des hurluberlus des petits profs qui se passionnent pour ça, comme quelqu'un qui avait un hobby et que finalement le hobby prend le pas sur, comme les gens qui font trop de vidéos par exemple, et qui prennent pas sur les choses plus importantes que sur la recherche. Mais justement, même si encore une fois, là, ça va être fait peut-être d'une manière tardive, mais en ayant des référents dans le maximum de composantes possibles, on pourra avoir entre guillemets des ambassadeurs. Alors, pas forcément uniquement de Sapiens, mais de nouvelles modalités ou de nouvelles pratiques pédagogiques. Et chacun a sa sauce, et chacun selon les besoins des composantes, parce que là, on a beaucoup parlé, on a parlé de maths, on a parlé de labo scientifique, du FR scientifique. Finalement, je ne sais plus qui disait ça ce matin, les problématiques, elles sont quand même à peu près toujours les mêmes dans la relation entre les enseignants et surtout les licences qui arrivent et qui doivent s'accoutumer aux modalités de l'université. Donc après, tu as tout à fait raison, je pense, sur le fait qu'on pourrait, je pense qu'il faut vraiment parler avec la nouvelle direction de la com, on pourrait mettre ça en valeur davantage sur le site, mais il y a Guillaume qui est là et je pense qu'il n'en perd pas une miette. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi, qu'on puisse avoir des interlocuteurs à tous les niveaux. Aujourd'hui, on n'a pas d'étudiants, parce qu'on est le 29 juin, je crois pas.
Non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ce matin, il y en avait un. Ah bon? Oui, il est venu me parler. Ah, génial. Oui. Bah alors. Mais donc, il y a aussi cette idée d'impliquer les étudiants, ce que fait très bien. Voilà, ça c'est super. Et donc, on puisse progressivement les amener à s'interroger parce qu'on voit bien que les étudiants, en fait, ils arrivent et puis il y a l'autorité, qu'elle soit réelle ou pas, mais ils nous accordent l'autorité, les étudiants. Et, enfin, ils nous l'accordent même quand on l'a contesté, mais il y a quand même ce jeu-là. Donc, réfléchir aussi à l'auto-évaluation, à l'évaluation par les pairs, au fait que les étudiants ils peuvent à leur tour former les camarades, qu'ils puissent attribuer des notes aussi, ça c'est un truc. Donc ben voilà, c'est des adultes, donc évidemment ils peuvent aussi prendre part à cette réflexion-là. Y a-t-il d'autres commentaires, remarques, questionnements? Je pense que peut-être il faudra réfléchir à l'espèce des cellules qui vont se développer sur différents sites selon leurs besoins. Voilà, il y a des maths forts ici, la chimie et la médecine. Et chaque site, je pense qu'il y a ses étudiants, ses spécificités, ses profs, au niveau anciennes. Et tout simplement avoir l'info et le transmettre, vous voyez, pour qu'on puisse comprendre. Il s'agit bien d'information, de formation, de l'enseignement, de pédagogie, parce que peut-être on a des mails, on a beaucoup de mails, Moodle, Google, bon, bref, plein de trucs, et en final, Sapiens, c'est plus intéressant que d'autres choses qu'on peut fouiller nous-mêmes. Et on a besoin de spécialistes pour le faire. Et on voit tout de suite, voilà, les jeunes qui sont arrivés, je retrouve des mots-clés sur leurs diapos, genre les objectifs, les définitions qui sont apportées dans le cours, ils sont abrégés à la fin du cours, donc c'est très carré. Et je pense que c'est des fruits de la formation. Et c'est super intéressant. Et donc je pense que ces petites cellules peuvent un petit peu peut-être intéressantes, mais étant vraiment imprégnées dans le lieu. Donc, tu dis le lieu, mais je me demande si on ne pourrait pas aussi veiller à la discipline. Parce que j'entends énormément dire, par exemple, toutes les approches pédagogiques dont on entend parler. Oui, mais c'est valable seulement en sciences humaines et pas en sciences dures. Et je pense qu'en médecine ou en bio, il va y avoir aussi des choses très spécifiques, ou en tout cas des idées reçues très spécifiques. Parce que on est un peu au courant que on a des problématiques et des méthodes, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, qui sont un peu communes, quelle que soit la discipline. Mais si on veut convaincre nos petits camarades qu'eux aussi peuvent y gagner, il faut qu'ils arrivent aussi à se projeter vis-à-vis d'une personne qui est de leur discipline. Parce que l'opposition, elle est très psychologique et très forte, quoi. On commence à reconnaître ça. J'ai essayé quelques nouvelles pratiques, on voit ça marche, avec les M0 en particulier, moment de surprise. Avec les années propédeutiques, ça a très bien marché, par exemple, la classe inversée, parce que j'en avais pas beaucoup. En L1, j'y crois pas une seule seconde, j'en ai 380. Et puis il y a des réticences, effectivement, en fonction des disciplines. Enfin, je ne vois pas du tout les côtés que j'ai pris, c'est sans compter que j'ai pas le temps, le QCM, ce ne sera pas possible, mon programme. Ouais. Alors, c'est vrai, les collèges juristes, mais sur la formation à distance, moi j'étais plutôt en formation continue, et donc sur des formations à distance complètes, et c'est très bizarrement, c'est les médecins et les juristes qui investissent ce domaine. Toutes les formations qu'on a montées, c'est des formations de droit et de médecine. Risque, le master risque que tu évoquais tout à l'heure. Voilà. Continue bien sa poche. Oui, mais c'est des formations complètement à distance. En droit, parce que c'est l'histoire qui a fait ça, parce que c'est des formations en Afrique, à la zone OADA, et ils n'ont pas eu les visas du fait du contexte géopolitique en fait. Donc il a bien fallu faire autrement. Mais souvent, c'est les profs de droit et les profs de médecine qui investissent. Alors, les formations à distance dans le cadre des formations continues, je mets bien tous les guillemets qu'il faut. En guise de conclusion provisoire, j'ai reçu pendant au cours de l'après-midi
une synthèse que je me permets de présenter. Je ne sais pas si... Ah bah super, ça tu remettre la caméra ou elle s'est remise. Non, c'est pas... Là, elle marche toute seule. Elle commence à s'est auto-formée elle aussi. Et alors ce document, je me permets de le présenter avec l'accord de la personne qui l'a rédigé, qui est Frédéric Pelletier, ingénieur pédagogique de l'Université Paris 8, qui devait être parmi nous aujourd'hui, et qui finalement a suivi à distance. Et comme on avait un peu préalablement discuté de cette journée de formation, elle m'a livré, en écoutant un certain nombre des interventions, ses réflexions. Alors évidemment, c'est provisoire, c'est subjectif, c'est plutôt des pistes, mais je trouve que c'est super intéressant de pouvoir, je vais balayer tout en écoutant, mais de le découvrir ensemble pour qu'on puisse aussi se situer par rapport à ça. Et se demander si on est d'accord, si ça mérite des développements, s'il y a des compléments à apporter. De toute façon, l'idée de cette journée d'études, c'était plutôt de faire une première rencontre avec certains d'entre vous, on se connaît déjà, certains se connaissent entre eux, etc. Mais c'est plutôt faire une sorte de brainstorming d'une journée pour lancer la réflexion. Et on sait qu'on va, enfin là c'est super parce qu'on est enthousiaste, parce que ça donne des idées, etc. On sait qu'on va avoir des obstacles à surmonter liés au manque de titulaires, liés à des questions d'orientation stratégique. Nous, on est persuadés de l'intérêt de la pédagogie, c'est pas gagné que ce soit dans les priorités des différentes instances.